Salut, c'est Bruno. Dans cette vidéo, je voudrais qu'on parle de qu'est-ce qu'on risque si on installe du GA4 qui n'est pas conforme RGPD. En fait, c'est quelque chose qui revient souvent dans la communauté. Il y a eu pas mal de questions sur est-ce que si j'installe du GA4 qui n'est pas conforme, est-ce que je peux être inquiété? Qu'est-ce que je risque? Comment vous faites pour vous protéger, vous, les autres, quand vous faites des installations non conformes? Est-ce que vous mettez des choses spécifiques dans votre offre pour essayer de dégager votre responsabilité? Est-ce qu'on peut prendre une amende? C'est quoi les risques? Est-ce que je dois accepter encore de faire du GA4 non conforme ou je dois vraiment juste prendre des clients qui veulent absolument respecter totalement le RGPD? Tout ça, c'est un vaste domaine sur lequel il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de flou, et du coup, je me propose d'essayer d'apporter des éléments ici dans cette vidéo et de vous dire qu'est-ce que c'est que du GA4 conforme, qu'est-ce que c'est que du GA4 non conforme, quels sont les risques que vous encourez si vous faites des installations non conformes. Est-ce qu'il y a moyen aussi de ne pas être à risque, et même si on fait des installations non conformes? Donc à la fin de cette vidéo, vous aurez les réponses à toutes ces questions. Alors déjà, vous donner peut-être un petit peu de contexte. Donc beaucoup d'entreprises ne respectent pas le RGPD, notamment sur la partie analytics. Donc ce qu'il faut savoir, j'ai fait à peu près le compte, et globalement en 2022, j'ai eu 80% de mandats analytics qui sont des mandats GA4 sans conformité RGPD. Donc les clients, hormis les gros, ils ont bien compris dans l'ensemble que le RGPD, ça posait un vrai problème en termes de perte de données, et ils refusent de perdre jusqu'à 50% de leurs données, ce qu'on peut comprendre. Après, évidemment, là je juge pas, je vous apporte des faits et je vous dis ce qu'il en est de mon expérience. Ensuite, il y a beaucoup d'entreprises qui vont se contenter de faire comme si, en mettant en place une bannière cookie, alors soit une bannière d'information, du genre on utilise des cookies, et puis il y a juste à dire OK, mais on ne peut pas faire un choix de consentement ou définir des préférences, ou alors une bannière cookie factice, c'est-à-dire que c'est une vraie bannière où vous pouvez dire oui ou non j'accepte, mais par contre finalement, peu importe le choix que vous allez faire, et même si vous ne faites pas de choix, l'analytique s'est déclenchée, et finalement vous êtes traqué même si vous avez dit non. Ça c'est une autre possibilité. Et puis, certains iront plus loin et installeront par exemple quelque chose comme le Consent Mode de Google. Alors ça va dans la bonne direction, mais ça suffit pas. Si vous installez Google Analytics 4 avec un Consent Mode, vous n'êtes pas conforme RGPD. Ça ne suffit pas. Le Consent Mode n'est pas un produit qui rend Google Analytics 4 conforme aux réglementations RGPD et aux recommandations de la CNIL. Ça, c'est très important de bien en avoir conscience. Donc voilà un petit peu le contexte que je voulais déjà vous donner au niveau de mon vécu, de mon expérience en 2022, en sachant que j'ai dû réaliser peut-être, je sais pas, entre 30 et 50 installations Google Analytics 4 sur 2022. J'ai pas fait le décompte au nombre près, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que 80% de ces installations ne sont pas strictement conformes au RGPD. Certaines s'en approchent plus que d'autres, mais en tout cas, si vous décidez de ne faire que des installations vraiment conformes à 100% RGPD, d'une part c'est contraignant, ça demande un niveau d'expertise quand même assez avancé, et d'autre part vous passeriez à côté d'une bonne grosse majorité des demandes du marché. Donc comment rendre GA4 conforme RGPD? Alors pour pouvoir utiliser GA4 de manière 100% conforme, et d'après la CNIL, d'après ses recommandations, qui ont été précisées notamment au mois de juin 2022, ça nécessite pas mal de contraintes. Donc il y a l'absence de transfert de l'adresse IP vers les serveurs de Google. Donc en l'occurrence, vous avez une option qui permet d'anonymiser les adresses IP. Sur Universal, c'était une option, et sur GA4, c'est natif. Donc nativement, GA4 anonymise les IP. Le problème, c'est que il anonymise les IP à l'arrivée aux États-Unis. Et en fait, le problème, c'est que le RGPD, lui, dit que on ne doit pas transférer hors d'Union européenne vers un pays qui n'a pas les mêmes standards en termes de niveau de sécurité, dont font partie les États-Unis depuis que le Privacy Shield a été cassé en 2020. Et du coup, on n'a pas le droit d'envoyer des IP en dehors de l'Union européenne sans que celle-ci était anonymisée au préalable. Et donc finalement ce que fait Google, c'est qu'il envoie l'IP jusqu'aux États-Unis et il anonymise seulement à l'arrivée, alors qu'il faudrait qu'il l'anonymise au départ. Donc l'anonymisation des IP proposées nativement par GA4 ne fonctionne pas, n'est pas conforme au niveau RGPD. Après, il faut aussi faire le remplacement de l'identifiant utilisateur au niveau du serveur de proxification. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a un client ID qui est un identifiant unique qui va nous identifier le temps d'une session, et éventuellement
à travers plusieurs sessions sur un même appareil. Et cet identifiant, il va falloir l'anonymiser aussi, du moins le pseudonymiser, pour s'assurer que cet identifiant ne puisse pas nous permettre d'être identifié à travers plusieurs visites. L'idée là, c'est vraiment, ok, sur une session c'est ok, mais à travers plusieurs sessions c'est pas ok, et on ne veut pas que ce soit l'identifiant généré par Google qui soit envoyé à Google, on veut que cet identifiant soit anonymisé, pseudonymisé, modifié, de sorte à ce que on puisse limiter ensuite le recoupage d'informations à travers plusieurs outils. Vous savez que Google possède le moteur de recherche, YouTube, Gmail. Google possède tellement de choses qu'en fait, finalement, à travers un identifiant unique Analytics, potentiellement, il va pouvoir recouper à travers d'autres produits Google sur la base de cet identifiant. C'est pour ça que celui-ci doit être anonymisé. Et là encore, il faut faire ça avant le départ au niveau de l'Union européenne. Ensuite, la suppression de l'information du site référent, ce qu'on appelle le référeur. Et donc, typiquement, tout ce qui va être référeur externe au site, la CNIL nous dit qu'ils ne veulent pas qu'on puisse conserver cette information. Donc, il va y avoir un travail pour supprimer le référeur, l'information finalement de où vient la personne quand elle arrive sur le site. Typiquement, c'est ce qu'on appelle le référeur. D'où est-ce qu'elle vient? De quel site vient la personne avant d'arriver chez moi? Est-ce qu'elle vient de Google parce qu'elle a fait une recherche? Est-ce qu'elle vient d'un journal comme Le Monde parce qu'il y avait un article qui pointait sur mon site? Tout ça, d'où vient la personne avant d'arriver chez vous, c'est vraiment cette information de référeur. Et ce que la CNIL nous demande, ça va être de supprimer cette information. Alors évidemment, il y a des compromis qui peuvent être faits. On peut conserver le domaine, mais ne pas conserver la page spécifique. Après, il y a aussi une étude de faisabilité qui est à faire, parce que l'objectif, la finalité de tout ça, c'est de s'assurer qu'on ne peut pas réidentifier une personne à travers plusieurs systèmes d'information. Mais là encore, il y a quand même beaucoup de cas par cas. On n'est pas obligé de supprimer par principe. Il peut y avoir du cas par cas. Ça demande une étude d'impact. C'est quelque chose qui est défini dans le règlement pour la protection des données, le RGPD, et qui dit qu'on doit faire une étude d'impact pour savoir s'il y a un risque de réidentification ou pas. Donc ça, il faut le faire, mais c'est pas quelque chose de si strict. On peut faire une étude d'impact et on peut trouver un compromis là-dessus. Idem là-dessus. C'est-à-dire qu'on est censé supprimer tout paramètre contenu dans les URL collectées, tels que par exemple des UTM, mais aussi des paramètres d'URL permettant le routage interne du site. Donc ça veut dire que globalement, vous n'êtes plus censé utiliser des UTM ou tout paramètre qui puisse permettre d'identifier de manière spécifique des utilisateurs, des groupes d'utilisateurs. Alors là encore, en théorie, si on suit vraiment les recommandations au sens strict, aveuglément, par doctrine, alors à ce moment-là, effectivement, on n'utilise plus du tout les UTM. Maintenant, évidemment, là encore, il y a une étude d'impact qui est à faire, et je pense que 2 ou 3 UTM, il n'y a aucun problème. Par contre, il va y avoir certains UTM qui peuvent poser problème, comme par exemple le mot-clé. Si vous faites remonter le mot-clé et que finalement ce mot-clé est recherché peut-être seulement 5 fois dans la journée, finalement si la personne elle a tapé ce mot-clé et que vous ça remonte dans l'analytics et puis que la personne elle a cherché sur Google et que ce mot-clé il est recherché seulement 5 fois par jour, et bien finalement là il y a un risque de réidentification. Vous voyez, donc sur des mots-clés à fort volume par exemple, vous pourriez tout à fait continuer de faire remonter les UTM termes avec les mots-clés, mais par contre sur certains autres mots-clés avec très peu de volume, là vous pouvez pas. Donc encore une fois, il y a une étude d'impact qui est à mettre en œuvre. On peut suivre aveuglément les recommandations de la CNIL, mais auquel cas, on se retrouve vraiment avec un analytics à qui il manque une jambe et un bras et puis un œil, ce qui n'est pas forcément utile pour en tirer tout le parti nécessaire. Donc il faut faire les choses intelligemment. Il y a des règles qui ont été données, mais il y a aussi, au-delà des règles, une finalité, et pour atteindre cette finalité, on peut faire des études d'impact, et on va pouvoir faire des compromis, tout en suivant les règles, évidemment, mais on n'est pas obligé de suivre aveuglément et de manière ultra stricte tout ce qui est dit là. Le retraitement des informations pouvant participer à la génération d'une empreinte ou fingerprinting, donc ça va être par exemple les configurations qui sont un petit peu singulières, admettons par rapport à la version de votre navigateur, le type d'appareil que vous utilisez, les extensions que vous avez, la police d'écriture, etc. En fait, finalement, votre configuration matérielle, elle peut soit être relativement
commune, et puis auquel cas il y a très peu de risque de réidentification, soit elle peut être vraiment très très singulière, et puis finalement là, vous avez une configuration qui est tellement unique que finalement il y a très très peu de gens qui ont la même que vous, et il y a un vrai risque de fingerprinting et comment dire, de pouvoir vous identifier sur la base de votre configuration matérielle. Donc là encore, c'est pareil, il doit y avoir une étude d'impact qui est faite. On va dire que pour 90% de vos visiteurs, il n'y a rien besoin de faire, mais par contre, il se pourrait que sur 5 à 10% de vos visiteurs, il y ait des configurations qui soient un petit peu uniques, et pour lesquelles, du coup, il faudrait supprimer potentiellement le user agent, ou en tout cas le pseudonymiser, l'anonymiser. C'est une possibilité. Et puis, encore une fois, recommandation de la CNIL, l'absence de toute collecte d'identifiants entre sites, cross-site ou déterministes. Donc, globalement, ça veut dire que vous ne pouvez plus faire du cross-domain tracking. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous faites du e-commerce, que le paiement se passe sur un autre site, et que finalement, les commandes, si vous ne faites pas de cross-domain tracking, vous n'allez jamais pouvoir réattribuer la source d'origine. Donc ça peut être un problème. Donc là encore, en théorie, on n'est pas censé faire de tracking à travers plusieurs domaines, mais là encore, par rapport à la finalité, à l'obligation, j'ai plus le terme exact, mais il y a un terme défini par le RGPD en fait, qui dit que si c'est dans votre intérêt obligatoire, dans votre intérêt primaire pour votre activité, alors c'est possible de se défendre au nom de ça. Donc je rentre pas trop dans les détails ici, parce que j'en fais pas une vidéo trop technique, c'est pas l'objet du tout de cette vidéo, mais je voulais juste vous donner un petit peu de contexte. Tout ça pour dire que, là encore, avec une étude d'impact, on va être capable potentiellement, dans certains cas bien spécifiques, de pouvoir encore utiliser du cross-domain tracking, mais ce sera clairement plus du tout la majorité des cas. Donc vous voyez comment finalement, on peut rendre GA4 conforme au RGPD, il n'y a aucun problème, c'est juste qu'il y a pas mal de contraintes. Voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça implique d'avoir un GA4 qui va être conforme RGPD? Donc, si on s'en tient à ça, et à ce que je vous ai expliqué précédemment, on voit que ça peut être quand même extrêmement radical, et notamment, encore une fois, si on applique de manière stricte, bête et méchante, les recommandations de la CNIL, sans avoir en tête qu'on peut faire une étude d'impact, et qu'il y a certaines choses qui, au nom de notre intérêt légitime, vont être possibles de défendre, d'accord? Donc admettons qu'on suive bête et méchamment les recommandations de la CNIL, qu'on fait ça de manière très stricte. Dans ce cas-là, l'utilisation de GA4 est nettement moins intéressante. Ça veut dire que théoriquement, on ne peut plus connaître la position géographique des utilisateurs, parce qu'en fait, Google Analytics se sert des adresses IP pour faire la géolocalisation. Donc, techniquement, si on enlève les adresses IP, on ne sait plus d'où sont les utilisateurs. On peut juste savoir au niveau du pays globalement. Après, on ne peut plus suivre les utilisateurs de session en session. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais notamment par l'anonymisation du client ID. Finalement, bye bye l'attribution multivisite. C'est-à-dire que vous faites une visite, vous êtes un utilisateur, mais quand vous revenez faire une autre visite, vous serez un autre utilisateur. Et donc l'attribution, c'est quoi? C'est la science, entre guillemets, l'analyse des données qui permet d'étudier les comportements des visiteurs à travers plusieurs visites et à travers plusieurs sources de trafic aussi, et éventuellement à travers plusieurs appareils. Évidemment, tout ça, si on fait de la pseudonymisation du client ID comme on est censé le faire, c'est terminé. Il n'y a plus du tout d'attribution multivisite. Donc on pourra se focaliser uniquement sur une session, ce qui s'est passé, mais des comportements multisessions, c'est clair que c'est non, c'est impossible. Et idem d'ailleurs pour le remarketing. Si de session en session les identifiants changent, il n'y a plus de remarketing possible, basé en tout cas sur des audiences analytics. Ce qui nous amène d'ailleurs au point suivant, c'est que on ne peut plus associer GA4 à aucun autre produit Google. Donc par exemple, associer GA4 à Google Ads pour pouvoir utiliser les audiences analytics pour faire du remarketing dans Google Ads, ça c'est mort, c'est terminé. Et puis c'est pareil, le fait d'importer des conversions qui ont été configurées dans GA4 et de s'en servir comme conversion dans Google Ads, c'est mort aussi. Ou alors associer GA4 à la Search Console pour importer des données liées au référencement naturel dans votre analytics pour l'enrichir, ça aussi c'est mort. En fait, ce qu'on nous dit le RGPD, c'est que l'outil d'analytics doit être cloisonné et ne pas partager ces données avec aucun autre outil tiers. Et encore plus dans le cas de Google, qui
est le premier fournisseur de données au niveau du monde et qui a des outils, il a une armée d'outils qui sont des outils à plus d'1 milliard d'utilisateurs. Et donc Google plus que jamais, avec eux plus que jamais, il y a le risque vraiment de réidentification à travers d'autres systèmes. Donc c'est pour ça que votre analytics doit être cloisonné et ne partager aucune donnée avec rien du tout. La capacité d'analyse des sources de trafic va être très nettement amputée. Alors effectivement, si on enlève les UTM et si on enlève l'information de référeur, ça va être très compliqué de pouvoir analyser correctement les sources de trafic. La capacité d'analyse des appareils et des technologies utilisées par les utilisateurs, c'est nettement amputé aussi. Alors effectivement, si on commence à enlever le user agent, on n'aura plus rien pour populer les rapports sur l'appareil, le système d'exploitation, la version du navigateur. Tout ça, finalement, ça aurait été anonymisé et puis on ne peut plus s'en servir. Donc d'un point de vue compréhension des utilisateurs, d'un point de vue analyse des résultats par système d'exploitation, par résolution, tout ça, ça nous sert beaucoup, notamment à des fins de debugging. Tout ça, forcément, c'est nettement amputé aussi. Et puis, on va plus pouvoir utiliser de suivi cross-domaine et potentiellement attribuer les ventes à la source d'origine si l'utilisateur passe par un second domaine pour faire son paiement ou sa réservation. Donc, encore une fois, là, je vous ai listé les implications d'avoir un GA4 qui soit conforme RGPD avec évidemment une approche stricte, bête et méchante des recommandations de la CNIL. Je le répète volontairement une dernière fois, on peut appliquer ces recommandations de manière stricte, bête et méchante, mais on peut aussi avoir un système d'analyse d'impact et on va pouvoir faire quelques petits compromis. Évidemment, encore une fois, ce que je vous ai dit là, ça reste vrai et ça reste réel. Disons qu'on peut juste avoir quelques petits aménagements qui nous soulagent un petit peu de contraintes et par exemple qui nous permettent de ne pas trop amputer la capacité d'analyse des sources de trafic, qui nous permet aussi de ne pas trop amputer l'analyse des appareils et technologies utilisées et qui nous permettrait dans un contexte bien spécifique, si vraiment c'est dans notre intérêt légitime, de pouvoir faire du suivi cross-domain uniquement pour des situations de paiement ou de réservation notamment. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'implique toujours un GA4 conforme RGPD? Donc là, c'est vrai pour, de manière générale, c'est plus seulement lié à GA4. Ça veut dire qu'on se rappelle aussi que respecter le RGPD, c'est demander un consentement explicite aux utilisateurs pour les traquer ou non. Et en cas de refus de consentement, et d'ailleurs en cas de non-consentement, même s'il n'y a aucun choix qui est fait, on n'est pas censé traquer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, on perd entre 40 et 70% de données analytics. C'est-à-dire que 40 à 70% des utilisateurs, ils vont arriver sur votre site, et soit ils vont jamais choisir s'ils veulent donner leur consentement pour être traqués, soit ils vont simplement dire non. Et ça veut dire que, à partir du moment où ils ont dit non, malheureusement, vous allez apprendre beaucoup plus lentement et donc dépenser nettement plus d'argent avant d'arriver à un niveau d'optimisation qui soit élevé et qui soit fort. Donc finalement, peut-être que là où avant, avec 100% des données, il vous faut 3 mois pour commencer à comprendre et à optimiser votre site, votre offre, etc. Finalement, avec seulement 30 ou 50% des données, il va vous falloir potentiellement 2 à 3 fois plus de temps. Et donc dépenser 2 à 3 fois plus d'argent avant d'avoir le volume de données qui vous permet d'optimiser et d'améliorer les choses. Donc c'est clair que ce RGPD, au-delà de vous faire perdre la donnée, c'est surtout de l'argent qui vous fait perdre, d'accord? Ça, c'est très important de le comprendre. Parce que, comme je disais en introduction, aujourd'hui, c'est 80% des mandats analytics que je fais sont des mandats sans conformité RGPD, et les clients ont bien compris que le RGPD posait un vrai problème. Donc on peut se poser la question et se dire, mais comment c'est possible que les gens ne respectent pas la loi? La vérité, c'est que c'est extrêmement contraignant, et que ce règlement, ce RGPD, fait perdre énormément d'argent à toutes les entreprises qui le respectent. Il existe toutefois un moyen de traquer les utilisateurs, mais cette fois de manière totalement anonyme, y compris de page en page. Ces données ont une utilité très limitée, mais ça reste utilisable et intéressant dans certains contextes, notamment dans l'analyse des interactions avec le site. On peut notamment faire ça avec le Consent Mode et Google Analytics 4, mais pour rappel à nouveau, le Consent Mode seul n'est pas suffisant pour rendre GA4 conforme au RGPD, d'accord ? Bon, si vous avez des questions par rapport à tout ça, évidemment, vous les laissez en commentaire, et puis j'essaierai de vous répondre. Donc du coup, par rapport à tout ça, on est toujours dans le contexte. Quel est l'intérêt d'utiliser GA4 avec toutes ces contraintes? Finalement,
Est-ce que je dois aller à la guerre si j'ai 2 jambes en moins, que j'ai seulement un bras et une épée en mousse, et qu'en plus j'y vois rien et que j'ai perdu mes lunettes? Est-ce que je dois aller à la guerre dans ces conditions? Alors, la question, elle mérite d'être posée, évidemment. Mettre en œuvre les recommandations de la CNIL, ça a un coût mensuel impossible à éviter. Soit par la mise en place d'un server-side, qui va vous permettre de tout gérer vous-même de votre côté, la possibilité d'anonymiser, de modifier, etc., dans un contexte européen avant de transférer aux États-Unis. Mais évidemment, ça c'est un setup qui déjà vous coûte cher. Chez moi, un setup server-side, c'est quand même plusieurs milliers d'euros ou de francs suisses. Et puis derrière, il y a des coûts de serveur qui sont récurrents chaque mois, puisque finalement, ce serveur va travailler pour vous, accepter les requêtes, les travailler et ensuite les envoyer chez Google. Il fait un intermédiaire, c'est ce qu'on appelle un serveur proxy. Et donc ça a un coût de, on va dire, entre 100 et 300 euros par mois, en sachant que la moyenne, elle est plutôt aux alentours de 150, 300 par mois. C'est déjà, vous avez un très gros site avec beaucoup de trafic. Ok, donc voilà pour vous donner un ordre d'idée. Et puis sinon, vous avez aussi des solutions tierces qui vous permettent de bénéficier des avantages d'une installation server-side, mais sans avoir à la faire vous-même et avec un forfait, un coût mensuel qui va être nettement moindre. Je pense notamment à l'Analytics Helper de Sirdata, qui est un service qui vous permet d'avoir un Analytics conforme, pareil que si vous aviez mis en place un server-side, sauf que c'est un espèce de server-side mutualisé, géré complètement par Sirdata, et eux, ils vous facturent 50 balles par mois pour pouvoir bénéficier de ce service. Donc, il y a de toute manière, quelle que soit la méthode que vous allez utiliser pour rendre votre GA4 conforme au RGPD, c'est la fin de l'analytics gratuit. Vous devrez payer chaque mois un service, soit du server-side, soit un service tiers, pour garantir que vos données GA4, elles vont être conformes RGPD, que vous êtes dans les clous et que vous respectez la réglementation. Au-delà du coût, on voit aussi que l'outil en lui-même va être nettement moins utile, alors que sans toutes ces contraintes, il a quand même de grandes possibilités. Donc c'est un peu comme un burger sans viande, sans sauce, sans fromage. Alors oui, ça laisse encore du pain et de la salade, mais c'est pas vraiment pareil. Qu'est-ce que vous en dites? Donc, pour quelles raisons on voudrait continuer à utiliser GA4 malgré tout ça? Moi, je vois 2 raisons. La première, c'est l'arrivée prévisible en 2023 d'un nouvel accord entre l'Union européenne et les États-Unis qui va supprimer la plupart des contraintes qu'on a vues précédemment. Puisqu'en fait, si on recontextualise, aujourd'hui, ce qui est emmerdant, c'est qu'il faut tout anonymiser avant le départ d'Europe en direction des États-Unis, parce que les États-Unis sont considérés comme un pays qui ne propose pas le niveau de sécurité des données équivalent à l'Union européenne. Jusqu'en 2020, c'était le cas. Les États-Unis étaient considérés comme un pays qui offrait le même niveau de sécurité, et donc on n'avait pas toutes ces galères pour pouvoir transférer des données aux États-Unis. Et puis en 2020, il y a eu un arrêt qui a cassé le Privacy Shield, qui était l'accord justement transatlantique, et cet accord stipulait que les États-Unis s'engageaient à avoir le même niveau de sécurité au niveau des données en matière de vie privée pour les données qui provenaient de l'Union européenne. Donc ça a été cassé en 2020, et donc il y a un nouvel accord en 2023 qui va arriver. C'est quasiment sûr, c'est quasiment fait, on ne sait pas exactement quand ça va arriver. Au début, on nous parlait de début d'année 2023, aujourd'hui, ce sera probablement milieu, voire plutôt fin d'année 2023, mais a priori, il arrivera en 2023, c'est à peu près sûr. Et du coup, quand ce nouvel accord transatlantique va voir le jour, on n'aura plus à faire ces anonymisations, ces pseudonymisations, et en fait, on pourra reprendre le business à peu près comme il était précédemment, c'est-à-dire se poser beaucoup moins de questions et profiter dans les grandes lignes de toute la puissance de l'outil Google Analytics 4. Donc ça, c'est une raison majeure de vouloir continuer à utiliser Google Analytics 4. On est dans une situation à la con qui emmerde tout le monde actuellement, mais c'est une situation passagère et on voit déjà plus ou moins la lumière au bout du tunnel. Donc ça peut être effectivement une bonne raison. La deuxième, c'est la puissance de l'outil. Alors, c'est un outil d'analytics, comme il en existe bien d'autres. Il y a des outils d'analytics qui sont très très bien, il n'y a aucun problème avec ça. Mais moi, personnellement, je trouve que GA4 est un très bon outil analytics. Alors, il a des défauts, évidemment, il a des grandes qualités aussi. Voilà, il faut prendre le coup, il faut apprendre à l'utiliser. Mais personnellement, je trouve que
le framework de tout voir sous forme d'un entonnoir. Je peux faire un entonnoir d'un formulaire, et puis chaque champ du formulaire est un entonnoir. Je vais pouvoir faire un entonnoir des différents blocs de ma page, et puis finalement voir ma page sous forme d'un entonnoir, et puis plus les gens descendent dans la page, et puis plus mon entonnoir se complète. Et je peux aussi mettre en place un entonnoir à travers plusieurs pages, une page étant un point de l'entonnoir, un petit peu comme on a sur les rapports de e-commerce, notamment Google Analytics. Et moi, cette vision en entonnoir pour finalement mettre des entonnoirs sur tout, c'est vraiment quelque chose qui me correspond, avec lequel je prends beaucoup de plaisir à faire de l'analyse et que je trouve extrêmement efficace aussi pour pouvoir optimiser et améliorer les éléments web ou des parcours clients ou des pages, des landing pages. Je trouve ça vraiment extrêmement puissant et par conséquent, voilà, moi je suis assez séduit par Google Analytics 4 avec toutes ces faiblesses qu'il a, et il y en a beaucoup, faiblesses qui sont aussi en train d'améliorer au fur et à mesure du temps. Donc voilà, pour moi, c'est les deux grandes raisons de continuer à utiliser Google Analytics 4 notamment. Donc ensuite, on commence à arriver un petit peu sur le vrai sujet de la vidéo. Désolé si l'introduction était un petit peu longue, et en même temps c'était important de redonner ce contexte, parce que malgré tout, même si on est aujourd'hui à 6 mois depuis que la CNIL a fait des recommandations un petit peu plus claires, etc., je sais qu'il y a quand même encore beaucoup de flou autour de ce sujet-là, il y a encore beaucoup d'incertitudes et d'approximations, donc je voulais simplement vous donner un contexte précis et essayer de remettre un petit peu la cabane au milieu du village, comme diraient certains, avant de vraiment avancer et aller dans le vif du sujet, qui est qu'est-ce qu'on risque à installer un GA4 non conforme. Donc officiellement, on risque gros, et officieusement, d'après moi, on risque pas grand-chose, en tout cas à moins d'être un gros site. Alors officiellement, le risque, c'est une amende administrative qui peut atteindre jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial, ou 20 millions d'euros, avec obligation de se mettre en conformité au RGPD sous un délai défini, avec ou sans astreinte financière complémentaire. Donc, effectivement, 4% du chiffre d'affaires mondial, ou 20 millions d'euros, en fait, ils vont prendre ce qui est le plus gros des deux, je crois. Donc, c'est clair que ça fait des sommes et que ça fait pas rire, mais on sent déjà, dès maintenant, en disant ça, que c'est plutôt réservé aux grosses boîtes. Alors, officieusement, la CNIL a une capacité de contrôle qui est très limitée, et au final, le nombre de contrôles est dérisoire par rapport au nombre de sites web en circulation, et surtout, dans l'ensemble, c'est réservé aux gros. Très rares sont les petits et moyens sites à être contrôlés, et généralement, ils le sont, c'est plutôt par délation. Quelqu'un qui n'a pas été content et qui va contacter par exemple la CNIL et puis qui va dire voilà, j'ai été sur ce site, il ne respecte absolument pas le RGPD, et donc là potentiellement ça vous met dans le viseur de la CNIL, et puis potentiellement ils sont susceptibles de venir vous contrôler. Mais on va dire que si vous êtes un petit ou moyen site et que vous ne subissez pas de délation, la probabilité pour que vous soyez contrôlé, elle est vraiment extrêmement faible. Donc attention toutefois, parce que en 2023, la CNIL va multiplier les contrôles. Suite à un appel d'offres passé en 2022, ceux-ci vont pouvoir mandater des sociétés tierces pour faire davantage de contrôles. Finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un peu comme les voitures radars qui sillonnent les routes pour vous mettre des amendes. Ça a été délégué à des entreprises tierces. En fait, l'État, il a bien compris que vous mettre des amendes parce que vous roulez un petit peu trop vite ou peu importe, c'est une cash machine. C'est vraiment une rentrée d'argent extraordinaire pour l'État. Et du coup, ils se sont dit, ok, il faut multiplier ça, il faut vraiment traquer les gens et leur foutre des amendes à tour de bras pour rentrer encore plus de fric. Et en fait, on va déléguer ça à des entreprises tierces, des entreprises privées. On va les payer à la performance. Et puis comme ça, c'est gagnant-gagnant. Pour eux, ce sera rentable, pour l'entreprise privée. Et puis pour nous, État, on va encore prendre un peu plus de recettes. Les seuls cons dans l'histoire, c'est vous et nous, c'est vous et moi. Parce que, si tu roules 6 km/h au-dessus de la réglementation, boum, tu te fais allumer. Bon, c'est un autre débat, c'est une autre philosophie, mais sachez simplement qu'au niveau de la CNIL, ils sont en train d'appliquer gentiment la même philosophie, et rien ne nous dit qu'en 2023, on va pas se retrouver avec des contrôles à tout bout de champ et sur toutes les typologies d'entreprises. Ça, c'est pas exclu, et malheureusement, c'est le problème quand l'État commence à déléguer à des sociétés tierces et qui sont payées à la performance. Donc en fait, ces sociétés, elles vont être motivées à contrôler le plus de boîtes possible et à foutre le plus d'amendes possible et à trouver le plus de défauts possibles. Donc ça, c'est un vrai risque. Ensuite, quelle est ma position vis-à-vis de tout ça et qu'est-ce que je dis à mes clients?
Alors, j'essaye vraiment d'être honnête et transparent. Ça commence évidemment par faire un bon rappel. Nul n'est censé ignorer la loi et nul n'est censé ne pas respecter le RGPD. Ça, c'est vraiment primordial et c'est la première chose que vous devez dire à vos clients, c'est une évidence. Ceci étant dit, je fais au final plus ou moins le même exercice que celui que j'ai fait avec vous ici. C'est-à-dire que je vais dresser l'inventaire des contraintes, des coûts, des risques, des options, et suite à ça, je vais laisser le client décider en son âme en conscience qu'est-ce qu'il a envie de faire. Après tout, c'est à lui de décider s'il a envie de prendre le risque de ne pas respecter la loi et de se prendre une amende, mais s'il prend ce risque, il a aussi l'opportunité de collecter 100% des données et puis d'apprendre beaucoup plus rapidement, de dépenser beaucoup moins d'argent pour perfectionner son marketing. Et finalement, après, c'est au client de décider si par exemple il a envie de ne pas respecter du tout, ou alors s'il a envie de respecter totalement et dès le premier jour, ou alors s'il a envie de ne pas respecter pendant peut-être les 6 premiers mois, le temps de constituer des données rapidement, et qu'ensuite au bout de 6 mois, il a envie d'être conforme pour ne plus risquer, auquel cas il prend un risque limité. Donc finalement, moi, je viens pas dire au client qu'est-ce qu'il doit faire. Par contre, je viens dire au client qu'il y a un règlement, qu'il risque de se faire pincer s'il ne le respecte pas, et je lui donne les avantages, les inconvénients. J'essaie de lui donner vraiment une vision complète de la chose pour qu'il puisse décider de manière totalement éclairée qu'est-ce qu'il a envie de faire. Et bien que totalement neutre et complet dans ma présentation, la plupart des clients ne vont pas respecter le RGPD, du moins pas totalement. Alors, encore une fois, ça c'est ma vérité, et c'est aussi lié à la cible de clientèle que j'ai. Si je ne travaillais que pour des très très grosses entreprises, ce qui n'est pas du tout le cas et ce qui ne m'intéresse absolument pas, je sais qu'en bossant avec des très grosses boîtes, forcément, je serais quasiment obligé que de faire de l'installation conforme à 100%, parce que ces grosses boîtes-là, elles savent qu'elles sont clairement dans le viseur, et que la probabilité pour qu'ils se fassent stopper, elle est très forte. Donc évidemment, par rapport à ma cible de clientèle à moi, qui va plutôt être des petits et moyens clients, des TPE, pas tellement des TPE, mais plutôt des PME. Voilà, ça c'est vraiment ma cible de clientèle, des belles PME. Et sur cette cible de clientèle, 80-90% des chefs d'entreprise décident de ne pas respecter totalement le RGPD. Ce qui nous amène donc aux deux questions fondamentales. Est-ce qu'on doit accepter d'installer du GA4 non conforme RGPD? Est-ce qu'on doit encore accepter ça en 2022, bientôt 2023? Et si oui, est-ce qu'on risque quelque chose à faire ce type d'installation? Donc, première question, doit-on accepter d'installer du GA4 non conforme ou pas? Donc, personnellement, pour moi, c'est oui. Alors, attention, je vous donne mon avis et je vous partage mon expérience. Je ne cherche pas à vous imposer ou à dire que j'ai raison ou à vous donner une vérité. Pas du tout. Je vous dis comment moi je perçois les choses. Donc, pour moi, perso, c'est oui. Tout simplement parce que 80% des entreprises qui sont ma cible, des belles PME pour la plupart, font le choix d'installer sans conformité. Alors après, je dis pas qu'il n'y a pas de conformité partielle. Il peut y avoir une conformité partielle, on peut mettre du consent mode. Voilà, finalement, il y a des choses qui vont être faites, mais quand même, dans la plupart des cas, c'est pas 100% conforme RGPD parce que c'est très contraignant, c'est aussi très coûteux et voilà, par conséquent, moi ce que je constate au niveau du marché des PME, c'est que les entreprises ne sont pas prêtes et n'ont pas envie de respecter le RGPD pour l'instant. Alors ça pourrait vous révolter, vous pourriez vous dire oui, mais il y a une loi, etc. Je suis d'accord, j'en viens dans 2 secondes, mais voilà, c'est un fait. Moi je vous donne mes remontées du terrain. Et je ne souhaite pas passer à côté de 80% du marché, clairement. C'est clair que si je devais dire que j'installais que des GA4 conformes RGPD, je me retrouverais avec déjà beaucoup moins de travail sur cette partie-là. Et en plus de ça, probablement, finalement, ma cible privilégiée, les PME, ne serait pas forcément intéressée par une installation 100% conforme qui coûte plus cher et puis qui impose d'apprendre plus lentement, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Et peut-être que, au contraire, je serais plus regardé par des très grosses boîtes qui sont clairement pas les clients avec lesquels j'ai envie de travailler. Bref, que risque-t-on à installer un GA4 qui n'est pas conforme RGPD? Alors, en cas de non-conformité, le responsable de traitement prend le risque que lui et ses sous-traitants soient sujets à un contrôle de la CNIL ou l'un de ses homologues européens et soient audités pour l'ensemble de leur traitement de données à caractère personnel. Donc là, vous remarquerez que j'ai mis en gras lui et ses sous-traitants, d'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes prestataire Analytics, que vous installez un GA4 sur le site de votre client, vous êtes le sous-traitant du responsable de traitement.
D'accord? Le responsable de traitement, c'est le client, et le sous-traitant, c'est vous qui installez les systèmes pour justement avoir un traitement de données. Et donc, ce qu'on dit là, c'est que le responsable de traitement, votre client, ainsi que ses sous-traitants, vous, en tant qu'installateur, vous êtes sujet à un contrôle de la CNIL et vous êtes responsable au même titre que votre client. En cas de manquement avéré pour ce traitement de données, notamment le transfert de données hors de l'Union européenne, toutes les parties, c'est-à-dire vous aussi, en tant que prestataire, sont passibles de l'amende administrative pouvant atteindre 4% du chiffre d'affaires ou 20 millions. Ce qui signifie donc que par défaut, si vous ne vous protégez pas spécifiquement en tant que prestataire, vous risquez exactement la même chose que vos clients. Alors, faire signer une décharge de responsabilité à vos clients. Donc il existe un moyen simple de pouvoir installer du GA4 non conforme, si tel est le vœu de votre client, sans pour autant partager la responsabilité et sans risquer quoi que ce soit. Pour ça, il vous faut sortir du rôle de sous-traitant et décharger l'entière responsabilité légale de l'installation non conforme à votre client. Et si on y pense, ce n'est que justice. Pourquoi ? Parce que c'est son choix à lui, c'est pas votre choix à vous. Vous, votre job, c'est de lui dire qu'il est censé respecter la loi, qu'il risque s'il ne la respecte pas, qu'il y a des contraintes, des choses à prendre en compte. Vous devez lui faire un panorama, vous avez un devoir d'information, mais si le client souhaite ne pas respecter la loi, c'est son choix à lui et c'est pas le vôtre. Et vous devez vous décharger légalement pour ne pas pouvoir être co-responsable de son choix à lui. Donc il va falloir faire votre devoir d'information et le faire correctement, en toute impartialité. Donc ça correspond à ce que je vous ai expliqué avant. Quelles sont les contraintes, quels sont les avantages, comment on fait pour rendre GA4 conforme au RGPD, qu'est-ce que ça implique en termes de coûts, en termes de contraintes, en termes de données que tu vas pouvoir utiliser ensuite, et de manquement des données aussi. Voilà, on doit dresser un état des lieux complet pour le client pour qu'il sache exactement les tenants, les aboutissants et qu'il puisse décider de manière éclairée. Donc ça, c'est vraiment votre devoir d'information et vous allez devoir le faire et le faire signer au client. Il faut que le client reconnaisse que vous avez effectivement fait votre devoir d'information, que vous l'avez informé que utiliser GA4 dans une version par défaut, c'est pas conforme au RGPD, que pour être conforme au RGPD, il faut faire ça, et que malgré toutes ces informations et un devoir d'information qui a été fait correctement, le client persiste à vouloir une installation qui n'est pas conforme. Donc ça, vous allez devoir le faire signer au client. Ensuite, vous pourrez faire l'installation non conforme sans prendre aucun risque, mais vous devez avoir absolument fait décharger votre responsabilité avant. Alors, framework d'un document de décharge. Au départ, moi personnellement, j'ajoutais simplement une mention un peu bateau sur mes contrats. C'était celle-là, donc je disais protection des données et vie privée. Le client est tenu par la loi de respecter la réglementation en vigueur, RGPD, LPD. Si le client fait le choix de ne pas se conformer, le prestataire agissant comme sous-traitant ne pourra en aucun cas être tenu responsable. Alors finalement, j'ai contacté Caroline, donc Caroline Lambert, qui est DPO certifiée RGPD. Caroline qui est intervenue sur ma chaîne YouTube. Vous l'avez vu notamment sur une vidéo du mois de juin où on a décrypté ensemble les dernières décisions et les dernières recommandations de la CNIL. Donc j'ai consulté Caroline. Pour rappel, elle est DPO et elle est certifiée RGPD. Et puis j'ai contacté aussi un cabinet d'avocats qui est spécialisé dans les questions de RGPD. Et finalement, quand je leur ai montré ma clause, ils m'ont dit que c'était bien beau, mais que non, ça suffisait pas, clairement. Donc j'ai payé à la fois Caroline, mais aussi l'avocat, pour qu'on puisse établir un document de décharge de responsabilité qui soit carré et qui soit recevable devant un tribunal si jamais il y avait un problème. Et un document qui me permet de dormir sur mes deux oreilles, de dormir tranquille et de savoir que je ne serai absolument pas inquiété d'un point de vue juridique si jamais un de mes clients pour qui j'ai fait une installation GA4 non conforme venait à se faire toper et que ce client ne pourrait pas se retourner contre moi. Et mine de rien, j'ai entendu aussi, j'ai un gros réseau de prestataires, de freelance, d'agences, etc. Moi, ça m'est déjà revenu aux oreilles que finalement un client qui est inquiété est susceptible de se retourner contre le prestataire qui a installé avec l'avocat du client qui va pousser en disant tu dis que lui il t'a pas informé, tu dis que tu savais pas et tu dis que la responsabilité
responsabilité, c'est pas la tienne, c'est lui qui a installé. Toi, tu as demandé un truc conforme RGPD, il t'a installé un truc qui est pas conforme, et finalement, on va se retourner contre lui. Donc, vous voyez quand même que je veux pas vous faire peur, ça a jamais été mon fonds de commerce de faire peur pour essayer de vous vendre quoi que ce soit, mais le fait est que c'est un peu comme un mariage. Il y a un vieux dicton, alors on aime ou on n'aime pas, mais qui dit que quand on veut se marier, il faut aussi penser à la séparation et éventuellement prendre des dispositions en cas de divorce. Chacun a son idée là-dessus. Certains d'entre vous diront oui, bah alors ça sert à quoi de se marier si tu penses déjà au divorce avant de te marier. Je suis d'accord d'une certaine partie avec ça, mais je suis aussi d'accord avec le fait que gouverner c'est prévoir, et prévoir c'est important. Donc voilà, moi personnellement, je suis dans le cas où je fais 80% d'installations non conformes, et par conséquent, ce document-là est obligatoire pour moi pour être sûr et certain que je sois pas inquiété et putain, me sentir zen et pas avoir de soucis en fait. Pas me sentir tenaillé et me dire ouais putain si jamais il y a un contrôle, un truc, j'ai peut-être pas pris assez de précautions. Imagine je prends une amende, putain ça peut tuer ma boîte. Bref, après on a tous plus ou moins tendance à psychoter et à s'imaginer des choses. Moi voilà, sur cet aspect-là juridique, légal, c'est quelque chose qui me fait un peu psychoter et sur lequel je voulais absolument me rassurer. Donc je suis désormais rassuré, j'ai un document de décharge validé par un avocat, je fais ça signer à tous mes clients dès lors que je m'occupe de leur installation Analytics et je peux dormir sur mes deux oreilles. Alors, ce document, l'objectif à travers cette vidéo n'est pas de vous le donner, je l'ai payé, il m'a coûté cher, ça m'a pris beaucoup de temps. Je vais d'ailleurs vous proposer un tout petit peu plus tard de vous le vendre, si vous le voulez. Moi, je ne vous le donne pas gratuitement, parce que, encore une fois, ça a un coût, ça a beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Donc si vous le voulez, je vous le vends une fraction du prix que moi je l'ai obtenu. Je vous parle de ça dans quelques minutes, mais mon objectif, c'est aussi, à travers mes vidéos, c'est pas seulement d'essayer de vous vendre des produits, c'est de vous donner de la valeur et d'essayer de vous donner un maximum de valeur gratuitement pour que ceux qui éventuellement auraient envie d'acheter puissent le faire, et ceux qui n'ont pas envie d'acheter n'aient pas perdu leur temps à regarder la vidéo et qui puissent avoir des éléments tangibles et concrets pour pouvoir rédiger par vous-même un document de décharge. Après, soit vous le ferez valider par un avocat puis ça vous coûtera 1000 balles, soit vous le faites pas valider par un avocat et puis éventuellement vous faites, vous faites du bluff quelque part en disant voilà c'est un document, vous présentez ça au client comme un document à valeur légale qui a été validé par un avocat alors que vous ne l'avez pas fait. Voilà, vous faites comme vous avez envie. Moi je vais vous donner globalement le contenu du document de décharge et sur la base du contenu que je vous donne là, vous êtes susceptible de pouvoir rédiger vous-même un document comme ça, et si vous le rédigez vous-même, vous pouvez ensuite le faire signer par un avocat et le faire valider, corriger, il y aura sans doute des choses à corriger, mais en tout cas vous pourrez le faire corriger et valider par un avocat, ou alors vous pouvez acheter le mien qui est déjà tout prêt, qui est déjà tout validé, et je vous en parle dans 5 minutes. Donc, framework d'un document de décharge. Donc voici la trame du mien, en fait, tout simplement. Donc j'ai un premier article de préambule qui va stipuler d'entrée de jeu qu'on a informé le client des contraintes liées au RGPD et à GA4, mais que malgré tout, le client souhaite quand même installer cette technologie, même si c'est pas conforme par défaut, et en tout cas bien informé des contraintes qui sont liées au RGPD et à GA4. Ensuite, je vais avoir un autre article qui va préciser les obligations des parties telles que définies dans le RGPD. Donc, conformité de traitement des données à caractère personnel, modalité de transfert des données à caractère personnel en dehors de l'Union européenne, en précisant les articles de référence. Donc là, concrètement, dans cet article numéro 2, l'idée, c'est vraiment de pouvoir lister les obligations définies par le RGPD et de faire mention des articles spécifiques qui correspondent à ces obligations. Ensuite, je vais avoir un troisième article qui va définir la responsabilité des parties, et notamment la nôtre. Donc il s'agit d'établir que notre responsabilité est d'installer GA4 suivant les recommandations de la CNIL, et conformément au RGPD. Donc là, il va falloir lister de manière à ce que, concrètement, vous avez informé votre client, et vous avez établi que vous devez installer GA4 suivant tel critère, tel critère, tel critère, tel critère. Il s'agit également de rappeler la responsabilité juridique de vous et de votre client en cas de non-respect de ces recommandations. Donc techniquement, rappeler qu'on risque une amende, etc. Si jamais on ne respecte pas les recommandations qui sont faites ici par vous, à votre client.
Ensuite, on va avoir le fameux article de décharge de responsabilité qui vous sort du rôle de sous-traitant, puisque vous avez fait votre devoir d'information et que malgré ça, le client décide de son propre chef, contre votre avis, vraiment ça c'est très important, contre votre avis, d'installer un GA4 non conforme. Évidemment, ensuite, vous expliquez au client que vous êtes obligé de vous blinder juridiquement. Le client peut le comprendre très bien. Après tout, c'est son choix, il l'assume. Et vous n'avez pas à payer les conséquences de son choix. Vous l'avez informé, des pour, des contre. Vous faites l'installation qu'il vous demande et pour laquelle il vous paye. Mais le choix reste le sien et donc la responsabilité reste la sienne aussi. Et contre votre avis, ça c'est vraiment très important. Ensuite, il y a aussi une clause de délégation de signature électronique. Typiquement, ça, c'est si vous créez le compte GA4 de zéro et que vous signez pour votre client le contrat d'utilisation de Google Analytics 4. Si vous vous rappelez bien, en fait, au moment où vous créez un compte GA4, vous êtes obligé de signer un contrat d'utilisation. Et en fait, la plupart du temps, c'est vous, en tant que prestataire, qui allez signer ce contrat. Et finalement, même si vous faites signer une décharge au client comme quoi vous n'êtes pas responsable, que vous l'avez informé de qu'est-ce qui devrait être fait et qui veut pas et qui vous demande de faire un truc non conforme, si vous n'avez pas fait cette délégation de signature électronique avec la clause qui va bien, finalement, vous pourriez quand même être attaqué. Oui, vous avez informé le client, oui, vous avez dit que c'était pas conforme et que vous déchargiez votre responsabilité, mais pourtant c'est vous qui avez signé le contrat avec Google. Donc voyez, puisque c'est vous qui signez ce contrat, vous êtes co-responsable. Donc on a une clause spécifique pour dégager notre responsabilité, même si c'est nous qui signons le contrat d'utilisation avec Google. Et puis, il y a aussi un article personnalisable qui va détailler la configuration spécifique de GA4 que vous allez installer et, pour votre client, et en précisant pour chacune de ces options de configuration spécifiques que le client valide et reconnaît que vous n'êtes pas responsable des conséquences de la configuration vis-à-vis du non-respect du RGPD. Donc en gros, dans cette clause-là, vous allez lister, je mets les fonctionnalités de la publicité, ce qui implique que les données sont partagées entre Google Analytics et puis DoubleClick, qui est une plateforme publicitaire de Google, potentiellement avec les comptes Google des utilisateurs. Et donc, j'enfreins le RGPD en mettant cette fonctionnalité-là, parce que du coup, je partage mes données Analytics à d'autres systèmes, ouvrant le risque d'un recoupement d'informations et d'identification d'un utilisateur à travers plusieurs systèmes, et donc j'installe cette fonctionnalité qui n'est pas conforme au RGPD, et le client me reconnaît comme non responsable des conséquences de cette configuration spécifique. Et puis il faut faire ça pour chacune des configurations qui vous sont demandées par le client, qui ne sont pas conformes au RGPD. Donc là, c'est vraiment la partie personnalisable de votre document de décharge. Et évidemment, en fonction de ce que vous faites comme type d'installation, là c'est à personnaliser et c'est du cas par cas. Mais c'est relativement simple. En fait, moi dans le document que j'ai listé tous les cas possibles, et puis finalement, en fait, il suffit simplement de reprendre le template à chaque fois et de supprimer ce qui n'est pas pertinent. Et puis dernier article, très important lui aussi, qui va préciser que le contrat vous couvre rétroactivement et jusqu'à prescription. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que typiquement ce document, vous allez pouvoir l'acheter aujourd'hui et vous allez pouvoir retourner voir un client auprès duquel vous avez fait une installation qui n'était pas conforme, vous l'avez faite l'année dernière, il y a 6 mois par exemple, et finalement en lui faisant signer ce document aujourd'hui, ça vous couvre rétroactivement et ça vous couvre aussi jusqu'à prescription. Donc en fait ce document est vraiment quelque chose qui vous couvre pour les clients à venir, mais aussi pour les clients du passé. Deux trucs quand même additionnels que j'ai envie de vous dire par rapport à tout ça. Donc comme je vous l'expliquais, on arrive sur le moment où je vais vous proposer mon document à la vente, le document que j'ai fait valider par Caroline et aussi par l'avocat. Je vous parle ici d'un article personnalisable. Donc je vous vends pas seulement le document en fait, je vous vends aussi une formation de 3-4 heures globalement, dans laquelle je vous explique en détail comment on fait pour rendre comment on fait pour rendre un GA4 compatible. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec ce document-là, il y a aussi des compétences que vous devez développer. Il ne s'agit pas seulement de faire signer ce document au client, il s'agit aussi et avant tout d'être capable de faire votre devoir d'information correctement. C'est-à-dire que vous êtes censé être capable de restituer à votre client l'intégralité de ce qu'il faut faire pour qu'un GA4 soit conforme. Donc vous devez avoir quand même des connaissances et précise pour pouvoir être capable d'expliquer de manière simple à un client qui n'y comprend rien et qui n'y connaît rien, globalement, avec des mots simples et faciles, qu'est-ce qu'il faut faire pour
que GA4 soit compatible. Et puis au-delà de qu'est-ce qu'il faut faire, il faut aussi être capable de lui expliquer qu'est-ce que ça implique, quels sont les avantages, les inconvénients, les contraintes, l'impact sur les données. Donc finalement, moi je vous vends le document, mais je vous vends aussi toute la connaissance dont vous avez besoin pour être capable de faire votre travail d'information correctement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a aussi une vidéo. Là, je vous parle d'un article qui est personnalisable en fonction des configurations. Évidemment, j'ai fait une vidéo qui vous explique comment vous allez pouvoir personnaliser votre document en fonction du contexte. D'accord ? L'idée, c'est pas de vous filer un document puis que vous soyez comme une poule avec un couteau, vous saviez pas quoi faire. Donc évidemment, j'ai pris soin de vous expliquer concrètement comment vous allez pouvoir le personnaliser. Voilà, donc le document est disponible à la vente. Entre les rendez-vous avec Caroline, la validation juridique avec les avocats, avec l'avocat, il y a eu plusieurs rendez-vous. Le travail de recherche en amont, c'est un document qui m'a coûté des heures et un peu plus de 1000 euros. Et j'ai presque envie de dire, les 1000 euros qui m'a coûté, c'est peanuts, c'est la partie visible de l'iceberg. En vrai, ça m'a surtout coûté des heures de travail et de recherche. Donc là, je vous ai mis une copie d'écran de l'attestation de l'avocat qui confirme que effectivement le document est validé et conforme au RGPD. Voilà, vous retrouverez aussi dans le Schoolmaker ce document, cette attestation de l'avocat qui atteste que votre document a une valeur juridique et qu'il est tout à fait conforme au RGPD. Donc, outre le contrat, bien sûr, ce que vous achetez, c'est le contrat personnalisable et réutilisable à souhait. Donc, je vous vends le contrat. J'ai aussi imaginé une offre, donc là je vous mets le lien de la page de vente, lien que je mettrai dans la description aussi de cette vidéo. Et finalement, le package que j'ai imaginé pour vous, c'est donc le document prêt à l'emploi, prêt à être personnalisé, une vidéo d'1 heure qui vous explique en détail chaque partie du document, quoi et comment le personnaliser, comment amener ce document à vos clients, selon qu'il s'agisse de nouveaux clients ou de clients anciens pour qui vous avez installé un GA4 non conforme. Donc là, je vous donne des approches, en fait, comment vous allez pouvoir amener ce document de manière à ce que ce soit accepté par le client sans que ça lui fasse peur ou sans que ça puisse créer un conflit. Donc il y a des manières très simples d'amener les choses et je vous décris tout ça en détail dans ma vidéo qui accompagne le document. Et puis le troisième grand axe de cette vidéo, c'est comment on va utiliser ce document pour créer une opportunité de vente ou d'upsell. Et même si c'est pas nous qui avons installé le GA4 d'un client, finalement en abordant la question du RGPD, de la responsabilité, souvent ça va vous permettre de potentiellement vendre des prestations supplémentaires et dans tous les cas ça peut vous permettre aussi, ça vous donne un très bon prétexte pour pouvoir reprendre contact avec des clients pour lesquels vous avez travaillé dans le passé puis qui aujourd'hui ne sont plus vos clients et finalement c'est toujours plus facile d'aller rechercher un client existant que de créer un nouveau client et donc ça peut être très intéressant, c'est une super opportunité ce document aussi de reprendre contact et de pouvoir faire de la vente et de l'upsell. Donc tout ça je vous l'explique de manière bien détaillée dans la vidéo qui accompagne et puis je vous ai aussi mis 2 ou 3 vidéos en bonus qui vont parfaire vraiment votre connaissance et votre culture de tout ce qui est GA4 et RGPD pour être capable de faire votre travail d'information vraiment comme un professionnel, de manière fluide, de manière confiante et sûre de vous. Et c'est aussi ça qui est très important pour les clients. Donc je vous ai mis tout ça en plus. Et enfin, dernier point de l'offre, et pas des moindres, c'est l'espace communautaire pour pouvoir poser vos questions sur le document, mais aussi et surtout, j'imagine, sur la conformité RGPD pour vos installations, GA4. Typiquement, voilà, vous avez une question, vous n'êtes pas sûr, vous avez des doutes, est-ce que si je fais ça, c'est conforme ou pas conforme vous avez un espace privilégié, communautaire, sur lequel vous pouvez vous poser vos questions et moi je vous réponds. Si j'ai pas toutes les réponses, je suis aussi susceptible potentiellement de demander à l'avocat, de demander à Caroline. Donc c'est un espace privilégié sur lequel vous pouvez aussi poser vos questions et ça fait partie du package. Donc le package intégral, je vous propose ça à la vente pour 249 € hors taxe. En sachant que donc voilà, il y a le document qui a une valeur d'à peu près 1000 €, plus tout le temps que j'y ai passé, plus tout le contenu que je viens de vous lister, qui est en plus du document et qui vous permettra non seulement d'avoir un document qui vous fait dormir sur vos 2 oreilles, mais en plus d'être capable de faire votre travail d'information auprès de vos clients en toute confiance et en toute sérénité. Voilà ce que je voulais amener comme réflexion dans cette vidéo. Donc si je résume, est-ce qu'on peut encore faire des installations GA4 non conformes?
Pour moi, la réponse est oui, totalement. Peut-être que pour vous, c'est pas le cas. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, je vous invite à commenter cette vidéo et à réagir. C'est aussi un débat. Je fais que exprimer mon avis, mon point de vue, mon retour d'expérience. Mais la vraie richesse naît du débat et des échanges. Donc n'hésitez pas si vous ne partagez pas mon point de vue. Et puis, qu'est-ce qu'on risque si on fait des installations non conformes? On risque la même chose que le client s'il se fait toper, sauf si on est capable de décharger notre responsabilité. Mais ça se fait pas n'importe comment, ça se fait pas avec un tout petit bout de clause sur un contrat qu'on a pondu nous-mêmes, ça doit être validé par un avocat, ça doit être structuré d'une certaine manière. Et donc ce travail, je l'ai fait. J'ai essayé de vous donner à travers cette vidéo les grands thèmes que doit contenir une décharge de responsabilité si vous avez envie de la faire vous-même gratuitement. Sinon, vous pouvez aussi acheter la nôtre qui est en vente dès à présent avec tout le package et tout le global que je viens de vous expliquer. Voilà pour cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à tout bientôt.